Bonjour Hassan. Salut Aïssa. Bienvenue dans mon émission. Je te remercie. The Book, raconte-moi ton histoire. Donc c'est ce que je vais faire. Exactement. L'objectif, c'est que tu me racontes ton histoire. Donc moi, j'aimerais bien savoir qui est Hassan en 3 mots. Et mes abonnés aimeraient te connaître parce que certaines personnes te connaissent sûrement, mais d'autres non. En 3 mots, homme d'affaires obstiné ou obsessionnel. Ah oui. D'accord. Ouais. Obsessionnel. Obsessionnel, ouais, plutôt. Ouais. Ça voudrait dire que tu aimes le travail. Alors, j'aime pas tous les composantes du travail, mais je suis assez obsessionnel dans le fait d'atteindre mes objectifs. Comment tu étais il y a 10 ans? Pauvre. C'est bien de le dire. Ouais, j'étais pauvre parce que, enfin, économiquement, j'étais pauvre. J'étais plus jeune, peut-être plus en forme, mais ouais, j'étais pauvre parce que j'étais au RSA à l'époque. Et le RSA, du coup, qu'est-ce qui t'a emmené au RSA? Pourquoi est-ce que tu... En fait, c'est très simple, pour te la faire très courte. Depuis tout jeune, j'étais entrepreneur. J'ai monté des business qui ont marché un temps, qui se sont cassés la figure. Et puis, quand tu es entrepreneur, il n'y a pas ni de chômage, ni quoi que ce soit. Donc, forcément, tu vas chercher un RSA. C'est vrai qu'on n'est pas protégé en tant qu'entrepreneur. Alors, plus maintenant, les lois ont changé. Par rapport à il y a 10 ans? Par rapport à il y a 10 ans, par rapport à un entrepreneur qui pourrait solliciter aujourd'hui du chômage. Moi, je trouve qu'elles ont plus changé depuis le Covid. Pour parler sincèrement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, on est sur un nouveau paradigme qui fait que l'économie en elle-même a changé. Donc, mais pour en revenir, moi, à mon histoire d'il y a 10 ans, pas d'autre choix que d'avoir du RSA pour vivre. Et puis c'était ma situation, entre guillemets, économique de l'époque. Et à ce moment-là, est-ce que tu es en famille? Est-ce que tu es un adolescent? Est-ce que tu es un jeune adulte? À ce moment-là... Est-ce que tu as des enfants à ce moment-là? J'avais déjà un enfant. Marié à ce moment-là? J'avais un enfant, ouais. J'ai une grande fille d'ailleurs aujourd'hui qui a 16 ans. Ouais. Et puis j'étais en couple et on a eu très rapidement des enfants après ma faillite. Ma faillite, elle était 2009. Donc il y a cette notion importante du couple. Ouais. Moi, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais il existe. Dans l'échec, quand on échoue, quand on tombe, il y a des couples qui se brisent à ce moment-là. Le tien a tenu? Le mien était, même, si tu veux, le démarrage de mon couple s'est fait même avec cette faillite. Ah! Donc il y a de bonnes choses qui se passent quand... Mais moi, mes faillites... T'encourages des gens, là? Ouais, j'encourage des gens même à faire faillite. Vous allez rencontrer la femme de votre vie. J'estime que c'est même des diplômes de réussite. Oui. Aujourd'hui, moi, je peux parler à des entrepreneurs sans aucun problème. Pourquoi? Parce que j'ai un vécu de plus d'une vingtaine d'années et parce que je sais ce que c'est d'entreprendre, je sais ce que c'est de faire de l'immobilier, je sais ce que c'est de faire des business, je sais ce que c'est d'investir. Et j'ai ce diplôme tatoué sur moi qui fait que 3 faillites, tu sais ce que c'est. C'est intéressant que toi, tu considères ça, les 3 faillites, comme étant un diplôme. Parce que ça, c'est une mentalité américaine, c'est vrai. Mais en France, tu sais que limite, tu as un échec, tu es un paria, tu échoues, c'est pas bien. Les gens ont peur de se lancer par peur d'échouer. Ce qui est quand même ouf. Et moi, je trouve qu'il faut déjà accepter l'échec pour pouvoir se lancer et d'ailleurs, finalement, réussir. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Moi, je me bats au quotidien pour essayer de faire changer les mentalités françaises, déjà sur la prise d'action, sur l'entrepreneuriat, sur le réussir en France, sur l'état d'esprit et sur l'argent de manière générale. Faire en sorte que le français se décomplexize aussi un petit peu. Ah oui, parce que ça... Après, c'est ancré dans les mœurs. La France, c'est un vieux pays catholique et forcément, tous les enseignements structurels au niveau de l'école, religieux même, qui datent depuis des milliers d'années en France, font qu'on a un petit problème avec l'argent, beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons, mais qu'on tente, en tout cas moi à ma petite échelle, avec ce que je peux, avec des interviews comme celle-ci, essayer de développer un maximum le fait de se déculpabiliser avec gagner de l'argent. Et j'essaye même d'amener les gens à se dire un truc assez fort, qui n'est pas ancré dans la culture de manière générale, mais plus tu es riche, plus tu es une meilleure personne.
Ah Et ouais? ça peut être déroutant quand tu entends ça pour la première fois dans ta vie. Et Non, plus si tu sais l'expliquer. Alors, on va essayer de l'expliquer. Mais c'est assez simple. Si tu veux faire du bien autour de toi dans une société capitaliste, et j'ai pas envie de te dire si le capitalisme c'est bien, c'est pas bien, c'est un état de fait. C'est un état de fait de manière globalisante, peut-être pas mondiale, mais en tout cas, la majorité des pays sont dans le capitalisme, et donc tu es obligé de jouer avec ces règles du jeu. Soit tu t'en plains, soit tu es dedans et tu fais en sorte de changer ta vie avec certains systèmes. Et quand je te dis être une meilleure personne parce que tu gagnes plus d'argent, si demain, je prends un exemple tout bête, ta maman ou ton papa sont malades, si tu veux lui apporter les meilleurs soins, il faut savoir qu'il y a des médecins qui sont non conventionnés et qui sont payants. Il y a des cliniques qui, pour les installer dans des endroits peut-être plus confortables pour qu'ils partent en fin de vie, c'est payant. J'ai accompagné ma mère en fin de vie et j'étais content d'avoir de l'argent pour la mettre dans un confort tout à fait relatif parce qu'elle est partie d'un cancer, mais si tu veux, ce qu'on pouvait lui apporter, on lui a apporté. Ça ne te sauvera pas de la mort, on est d'accord, d'avoir plus d'argent. Par contre, tu peux faire un maximum de choses déjà dans ta vie, au niveau de ta personne et au niveau de tout l'écosystème qu'il y aura autour de toi. Tu ne peux pas me dire, je vais aller aider des sans-abri si... j'ai 0 dans mon compte en banque. Tu vas juste lui faire un câlin. Ça ne matche pas. Mais j'ai pas envie que les gens se disent, ça veut dire que moi, je suis une mauvaise personne parce que je peux pas mettre ma mère dans une grande maison de retraite ou de soins. Si tu fais 35 heures semaine et que tu te dis... Mais est-ce que c'est lié à la bonté de la personne? Mais de toute façon, d'avoir de l'argent ou pas avoir de l'argent, c'est pas une question de bonté. Non, c'est parce que tu as dit tout à l'heure. Non, on est une meilleure personne quand on peut. Parce que pourquoi tu serais une meilleure personne? Tu serais une meilleure personne de facto. Je suis pas quelqu'un qui pense que l'être humain est spécialement altruiste dans la vie. En revanche, le français, comment il est tabassé en impôts, plus tu gagnes d'impôts, plus tu vas en payer. Oui. Et moi, mes impôts, même si c'est un peu mal fait, même si c'est un peu opaque, ils sont payés en France. Et c'est une vraie fierté aussi d'accompagner les entrepreneurs, de leur dire « restez en France ». Parce qu'en France, il y a des opportunités. L'impôt, certes, il faut retravailler, il y a des choses à modifier. Il faut arrêter de jeter l'opprobre sur les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, c'est ce qu'ils font, ce pays. C'est eux qui emploient des gens, c'est eux qui font tout l'écosystème de ce pays. En revanche, payer ton impôt en France, tu vois, je te parlais que j'ai eu du RSA. Mais le RSA, il était payé par qui? Par des entreprises qui font sur lesquelles on prélève des impôts et qui reversent aux gens qui ont besoin d'une allocation. Si j'avais pas eu de RSA, j'étais déjà en train de survivre. Tu survis pas, tu es à la rue. C'est sûr. Tu es à la rue. Sans aide sociale, sans RSA, tu es à la rue. Donc moi, aujourd'hui, en payant des centaines et des centaines de milliers d'euros par an en termes d'impôts, je suis content. Malgré l'opacité, il y a plein de choses à régler dans ce pays et j'espère qu'un jour, on arrivera à le régler. Mais je suis content qu'il y ait des belles routes, il y ait des hôpitaux, il y a des crèches, il y a des écoles. Enfin, il y a un système social aussi, un socle social qui protège, qui marche quand même pour des gens qui parfois sont dans des situations de précarité sur lesquelles ils n'ont pas choisi d'être dans cette situation. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que Hassan est millionnaire aujourd'hui? Hassan est multimillionnaire aujourd'hui. Ah, rectification. Ouais. Donc Hassan passe du RSA à millionnaire en combien de temps? En un peu plus de 10 ans. Un multimillionnaire en un peu plus de 10 ans. Ouais. Félicitations. Merci Issa. Et j'avais une petite punchline qui rappelait, j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. Allez, super. Et en fait, les gens ne comprennent pas parce qu'ils s'arrêtent au jour au lendemain. Sauf que si tu réfléchis bien, j'ai mis 10 ans. J'ai travaillé très dur et de manière acharnée pour atteindre mes objectifs. Et malheureusement, les gens entendent juste la fin de la phrase du jour au lendemain. Alors, et c'est ce qui fait rêver les gens. Pourquoi il y a autant de joueurs du loto? Parce que ça fait rêver les gens. Tu gagnes du jour au lendemain. Le loto, leur campagne de pub, c'est du jour au lendemain. Mais il y a cette phrase aussi qui dit qu'un artiste peut penser son œuvre pendant 30 ans et la réaliser en 24 heures. Donc, tu vois, si je fais le parallèle avec toi, tu as pris 10 ans pour concrétiser tout ça. Effectivement, aujourd'hui, tu es ce que tu es. Mais 10 ans sur l'échelle d'une vie, finalement, c'est très court. Oui. C'est très, très court. Oui, quand tu as une vie... Quand tu as une vie longue, hein. Si tu vis jusqu'à 15 ans, c'est très, très court. On est d'accord. Mais sinon, sur l'échelle d'une vie d'un Français moyen qui vit jusqu'à 75 ans, c'est court. Mais justement, en fait, c'est quand même hallucinant de se dire qu'en 10 ans, tu as réussi à être multimillionnaire. Alors, tu vas nous expliquer comment, ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a motivé. Moi, ce qui m'intéresse, je te dis la vérité, c'est comment on est au RSA
Et on a une idée, parce que moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'idée. Ouais. Comment elle vient, cette idée de je me jette dans l'immobilier et je décide de me lancer à fond dedans. Qui te parle de ça? Tous les bonhommes qu'il y a dans ma tête. Va me prendre pour un fou. Vous êtes combien? Oh, ils sont nombreux, ils font des coworking régulièrement, etc. Bah, tu veux nous les présenter? Enfin, les filles, je sais pas si ça vous Non, mais il y a intéresse, mon manager. Non, mais enfin, si tu veux, c'est surtout moi. Parce qu'après, je suis sur un statu quo qui fait que tu n'as plus d'argent, tu vas devoir avoir du RSA. Et en plus, il faut savoir qu'à l'époque, le RSA, déjà, c'est rétroactif. C'est-à-dire que pendant 3 mois, tu n'as rien. Tu as 0. C'est-à-dire que c'est simplement au bout de 3 mois qu'on vient te redonner les 3 mois de RSA de 460 €. Donc pendant 3 mois, tu vis pas, quoi. Pendant 3 mois, tu ne vis pas. Tu bricoles. J'ai commencé à... Il me restait un iPhone. Non, je sais plus. Non, c'était un BlackBerry à l'époque. Il me restait un BlackBerry. Je l'ai revendu sur le bon coin. J'avais 100 balles par-ci, par-là. Et je revendais des trucs. Tu vois, je commençais Donc tu commences à faire du business. Bah, il faut bien T'as vivre. le truc du businessman en toi. T'es un businessman né. Je pense que tu le nais. Tu es né. Tu peux après comprendre les aptitudes, les travailler, mais s'il n'y a pas une fibre en toi qui est liée avec cette proportion au risque, attention, ce n'est que ma croyance personnelle. Mais au vu du nombre de personnes que j'ai accompagnées dans ma vie, j'arrive à le sentir et à le pressentir. Et si tu n'as pas cette flamme et tu vois, ce truc qui te pousse en toi à vouloir être un entrepreneur, à être prêt à tout perdre, par exemple. C'est ça. C'est Tu ne exactement. seras jamais un entrepreneur. Tu l'as bien résumé. Quand tu es prêt à tout perdre, effectivement, tu peux. Moi, vas jusqu'au bout. tu me parles de millions. Déjà, ça veut dire tout et rien, finalement. Mais si demain je perds ce que j'ai. Pour toi, parce que. Si ça, excuse-nous, multimillionnaire, ça veut pas rien dire, tu vois. Non, oui. Mais sauf que, si tu veux, aujourd'hui, moi, je les corrèle avec mes futures ambitions. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'en suis pas satisfait. Parce que je suis toujours affamé de ce que je veux réaliser. Mais on dit souvent que les gens riches, c'est ce terme, ne sont jamais satisfaits, veulent toujours être plus riches. Alors, est-ce que c'est être plus riche normal. ou accomplir plus de choses? Mais parce que l'un va pas sans l'autre. L'un va pas sans l'autre. Je suis dans les affaires et je suis dans le business. Sur quoi on étalonne ma réussite? Moi, j'ai pas de diplôme de l'entrepreneur du mois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Il y a personne qui vient me taper à l'épaule. Hassan, félicitations, t'es un bon gars. Ouais. Non. Moi, mes trophées, c'est si je te dis une bêtise, je vais acheter un appartement qui coûte quasiment rien, je vais le revendre 5 fois son prix. Effectivement. C'est une bêtise, mais je dois réussir des affaires, je dois réussir des coups, je dois réussir quand je lance une entreprise, il faut qu'elle gagne de l'argent. Être un entrepreneur, il y a des choses que les gens ont du mal à comprendre. Un entrepreneur, ça ne veut pas dire prendre un job. Ça veut dire gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que derrière, tu vas peut-être avoir des prestataires, des salariés. Ici, on voit toute une équipe. Donc, il y a des gens que tu dois rémunérer. Tu vois, tu fais vivre tout un écosystème. Moi, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui vivent autour de mon écosystème par toutes les entreprises que j'ai créées. Ça, c'est aussi une fierté aussi citoyenne, de me dire je donne de l'emploi. C'est-à-dire que moi, mes salariés peuvent s'acheter une baraque grâce à moi. Ils peuvent partir en vacances, ils peuvent faire plein de choses si tu veux. Et donc, si je fais une opération, tu vois, c'est comme un bilan, finalement, un bilan d'une entreprise. À la fin de ton bilan, si tu vois ton résultat net comptable à moins 100 000, tu te diras, merde, Aïssa, cette année, t'as déconné, il va falloir que je m'étalonne sur une richesse plus importante. Donc, l'un va pas sans l'autre. À la fin de mon bilan, mon résultat net comptable, il faut que je vois des millions apparaître. C'est aussi simple que ça. Oui. Et ça veut pas dire pour autant, parce qu'il faut casser tout de suite ce préjugé. Parce que là, t'as un mec derrière son écran en train de dire, ah, mais ce gars-là, il court après l'argent. Non. Mais non. Je ne cours pas après l'argent. Je cours après des succès, des réussites qui vont de pair avec mes échecs, parce que je les assimile tout autant. Mais j'essaye aussi de transformer d'abord ma vie, puis après celle de mon noyau cellulaire, puis après celle de peut-être les gens qui travaillent autour de moi, puis après celle de ma ville, puis après celle de mon pays, puis après, pourquoi pas, celle de manière planétaire. Imagine un mec comme Bezos aujourd'hui. Oui. Alors Jeff Bezos, on précise le patron d'Amazon, qui est le premier ou deuxième type le plus riche du monde, il est plus puissant qu'un État. Avec 30 milliards, ce qui n'est pas fou, hein, quand tu vois ce qu'ils ont injecté pour le Covid, 30 milliards. Je ne sais pas si je dis des bêtises sur les chiffres, mais à l'époque, c'était les chiffres qui m'avaient interloqué. Ouais. 30 milliards, tu enlèves la famine en Afrique. 30 milliards. Tu injectes simplement, tu as un mec, il vient, il est donateur de 30 milliards.
Basta. avec des systèmes Bien carré. définis. Terminé. La famine est éradiquée. Combien de millions de personnes t'as sauvé avec de l'argent? Donc si moi, quelque part, peut-être Et que c'est tout à ton honneur, de toute façon, de vouloir faire plus, et puis c'est normal. Bah puis après, Tu vois. je pars du principe qu'on est des êtres de nature. Tu vois, là, il y a une plante, je sais pas si elle est vraie, si elle est fausse. Si elle est fausse, on s'est fait avoir. Tu m'embarrasses. Hassan, elle est fausse. Mais, bon, je suis obligée de le dire. Mais La plante, elle est fausse, voilà. Bon, Hassan, si elle avait balance. été vraie, si elle s'arrêtait de pousser, elle meurt. Oui. Ok. Ah, ça vit. Donc on est des êtres de nature. Et si tu arrêtes de croître, si tu arrêtes de développer, si tu arrêtes de créer quelque chose, tu vas finir par mourir. Non, mais puis c'est encourageant ce que tu dis, parce qu'il faut encourager les gens à continuer, en fait. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un combattant. Il mène ses propres combats. Tu as tout à fait raison. Et voilà, il gagne, ou parfois il perd, parce que des fois on perd, mais parfois on gagne. Et quand on veut gagner d'autres victoires, il faut encore continuer de se battre. Donc gagner plus, tu sais, je te pose cette question parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent cette question, est-ce que c'est vrai qu'une personne riche veut être toujours plus riche? Finalement, tu viens de me confirmer que oui, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est très bien, c'est motivateur même, au contraire. Bah, va demander à Schwarzenegger, quand il est Mister Olympia, s'il veut continuer à prendre du muscle pour l'année suivante, à son époque. Tu vois, il voulait toujours être au top, en tête. C'est ni plus ni moins que de la compétition. Si tu montes sur un ring de boxe... De la compétition envers toi-même. Envers toi-même. C'est bien, là, on est purement développement personnel. Non, mais moi, si je vais pas me comparer à Jeff Bezos. Non, on n'a pas les mêmes moyens. Mais ça ne veut pas dire pour autant déjà que je me fixe une limite à me dire qu'un jour... T'es pas loin, Hassan. Oh, je suis pas loin. Voilà, Hassan, t'es pas loin, multimillionnaire. On est à la 10e place, un truc comme ça. Non, mais si tu veux... non, mais on rigole. mais on va vérifier. Je vais avoir le fisc à la maison demain. Mais non, c'est une compétition envers soi-même. De toute façon, à la base, c'est malsain. Si tu fais de la compétition avec quelqu'un d'autre, tu auras toujours quelque chose qui te plaît plus chez l'autre. Et donc, tu auras toujours cette frustration en toi qui t'amènera à quelque chose de complètement négatif. Et tu produiras rien, finalement. Donc, la compétition, elle se fait que vis-à-vis de toi. Les référents, ils se font que vis-à-vis de toi. Si aujourd'hui, on parle de multimillionnaires quand tu me présentes, je préfère que les gens, entre guillemets, s'inspirent de quelques discours. Bien sûr. Mais se comparer... Tu peux pas te comparer d'une personne à une autre. J'ai pas mis tes talons, j'ai pas vécu ta vie, et je peux pas avoir la même vie que toi. Complètement d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui veulent se lancer dans le business au niveau de l'idée? Parce que tu vois, comme je t'avais dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée. À quel moment Hassan est posé chez lui et se dit, tiens, je vais me lancer dans ce business. Donc, tu as vendu les BlackBerry, tu vendais des téléphones par-ci, par-là. Est-ce que tu as une âme, tu as un truc qui te... Pendant que je faisais... Excuse-moi, j'ai déjà la réponse, mais pendant que je faisais faillite, je savais déjà qu'il fallait... Toi, c'était une faillite temporaire. Ah non, c'est une faillite fermée définitive, c'est full camp. Non, ce que je veux dire, c'est que... Ça, c'est dans les faits. Mais toi, dans ta tête, tu savais que c'était... Pour moi, c'était même limite une faillite provoquée. Parce que, si tu veux, j'avais à l'époque ce statut de gérant d'entreprise. Je crois que c'est un des pires statuts que l'entrepreneur peut avoir à faire. Non, mais c'est important ce que tu dis. Parce que gérant d'entreprise, en même temps de vendre, parce que je vendais des baskets et des t-shirts, en même temps de vendre mes baskets, mes t-shirts, je faisais ma compta, je faisais le ménage. Tu faisais tout. Je faisais tout, je restais dans mon magasin de 8h du matin à 20h le soir, et le soir, je continuais à travailler pour mes commandes. Donc, si tu veux, tu t'arrêtes pas, et quand tu rationalises un petit peu, et peut-être qu'on en viendra à ça sur l'intelligence financière, si on rationalise un petit peu le temps passé, l'effort fourni, et les gains, j'étais payé moins bien qu'un mec en Pologne. Parce que je travaillais plus que ce que j'arrivais à générer. Et là, j'étais complètement dans l'erreur. Donc déjà, l'essoufflement vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce statut. Et puis un truc tout bête. J'étais assez jeune, en fait, et la seule chose que je connaissais à travers l'immobilier, c'est que tu prenais tous les industriels, les artistes, les chefs d'entreprise, ils ont tous un truc en commun, c'était qu'ils avaient un parc immobilier. Qu'est-ce qu'un parc immobilier? Un parc immobilier, c'est un lot d'appartements, des villas, des parkings, des box, des garages, enfin peu importe. T'appartiennent. Mais voilà, tu es en possession, tu es en détention de biens immobiliers. Et que tu mets en location? Que tu mets en location, que tu revends, ou que tu as en détention juste pour avoir du patrimoine, et puis avoir, par exemple, si tu achètes sur Paris, c'est pas du tout la même chose que si tu veux acheter en province, etc. Donc après, on rentrerait dans l'affinité des stratégies, mais moi, à cette époque-là, c'était juste me dire, ces mecs-là sont riches, il y a une corrélation entre immobilier et richesse. Bon, moi, mon idée, c'est de devenir riche.
Donc, il faut que je parte là-dedans. Et je suis parti Et pourquoi l'immobilier? L'immobilier, c'est très simple. C'est des gros chiffres aussi. Comment tu sais que c'est des gros chiffres à ce moment-là? Et quel âge tu as? J'ai 28 ans. Bah, c'est simple. Une maison de ville chez moi, c'est 150 000 euros. Mhm. De manière classique. On est sur un marché qui était pas très, très cher. Et tu t'es dit... 150 000 euros, c'est quand même un gros chiffre. Bien sûr. Donc, je me dis, bah, tiens, si j'en achète un, si j'en achète deux, si j'en achète 10, j'ai 10 maisons de 150 000 euros au bout de 20 ans de vie avec l'amortissement de mon crédit, etc. Bah, je me retrouve avec un parc immobilier d'1,5 million. Si la valeur de l'immobilier ne bouge pas, etc. etc. On va pas rentrer dans les détails, on va essayer de schématiser et d'aller simple. 60 ou 70% des Français terminent leur vie avec un capital de moins de 100 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis que d'acheter de l'immobilier, de le placer dans la pierre, c'était la meilleure valeur refuge. Moi, je voulais pas que ce soit une valeur refuge uniquement, je voulais aussi que ça me rapporte. Donc, j'ai lancé plein de choses. J'ai fait de la promotion immobilière, donc c'est surtout de l'achat-revente. J'ai développé plein de systèmes et plein d'entreprises autour de l'immobilier. Mais l'idée fondamentale, c'est de sécuriser finalement tes finances. Pas par un placement que tu irais mettre sur une assurance vie qui, aujourd'hui, lorsque tu places ton argent en banque, ne t'appartient plus. Pas sur un placement boursier sur lequel ça peut aller vite dans un sens comme dans un autre. Même une dépréciation immobilière est beaucoup plus sécurisante sur ton argent, sur ce que tu as gagné, que si tu le plaçais sur un support financier à risque. Et donc, le Hassan de 25 ans, il se dit, bon, bah, je vais peut-être acheter une maison, une deuxième maison, une troisième. Et tu as je sais pas si on peut appeler ça un rêve, cette envie, et tu es sûr que ça va marcher à ce moment-là où tu as des doutes? Est-ce que quelqu'un te soutient? Est-ce que ta famille t'écoute? Est-ce que tes potes sont à côté de toi? Qui te tient? Ta femme, elle y croit avec toi? Bah, elle y croit, puis c'est flippant, je pense, pour elle d'y croire, parce que tu as un gars qui part avec des dettes, qui la regarde, qui lui dit, bon, en plus, elle était un peu plus jeune que moi, qui lui dit, écoute, t'inquiète pas, en plus, on allait avoir un premier enfant, dans 10 ans, je vais être millionnaire. C'est ouf. Ouais, c'est ouf, mais surtout quand et tu il lui le dis... fait. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, alors après coup, il le fait. Mais sur le moment... Mais sur le moment, peut-être t'as plein de femmes qui seraient parties. Oui, mais t'as pas dit peut-être. Moi, il n'y avait pas de peut-être. Voilà. Non, mais ça change toute la phrase, le sens, sens, il n'y avait pas tu de vois. peut-être. T'as pas dit peut-être qu'on sera millionnaire, t'as dit dans 10 ans, on sera millionnaire. Ouais, et 10 ans après, on est multimillionnaire. Ah, voilà, c'est quand même un truc de ouf. C'est qui ce Hassan à l'intérieur qui est sûr de lui, qui est sûr de son projet, qui y croit, même s'il est dans le plus bas? Parce que t'as des gens aujourd'hui qui sont dans la situation que tu décris il y a 10 ans et qui galèrent et qui ne croient plus, en fait, parce que pour eux, c'est impossible, tu vois. De dire dans 10 ans, je vais être millionnaire, mais c'est impossible. Dis-moi ce qui est grave dans la vie. Tout ce qui est lié à la santé. La finalité, c'est que toi, moi, toutes les personnes autour de cette pièce, on va mourir. Bien sûr. Donc, tente. Personne n'a l'immunité. Non, on n'a pas le totem, on n'a pas passé à Koh-Lanta. Non. On va mourir. Oui. Tente un maximum, quelle que soit ta situation, quel que soit ton handicap, quelle que soit même peut-être la souffrance que tu as économique, physique ou quoi que ce soit. Tente. Qu'est-ce que tu risques? Rien. Mais après, on en revient toujours à l'appréciation du risque. Il y a des gens qui sont plus ou moins aptes à aller dans ce cheminement. Et c'est là où toi, tu définis, comme je l'ai vu dans une vidéo, que tout le monde n'est pas... Tout le monde n'a pas ce truc pour l'entrepreneuriat. Non. C'est pas inné. Et ça ne veut pas dire que je suis un surhomme ou que tu es une surfemme. Non. Pas du tout. Ça veut juste dire que... Et puis, il y a des gens qui aiment le salariat. Bien sûr. Et moi, je suis content d'avoir des salariés qui soient heureux d'être mes salariés. Ah oui, il y en a qui n'ont pas besoin de... Bien sûr. Ils veulent surtout pas être boss, manager et tout. Alors après, là où j'en veux on peut dire la classe moyenne et des gens qui seraient mécontents de leur statut de salarié, c'est celui qui va se plaindre de sa situation ou du manque qu'il aurait financièrement, alors que si tu lui dis tu veux pas faire des heures en plus ou prendre un deuxième job en plus de tes 35 heures, il dira non. Donc tu penses qu'on peut toujours faire mieux malgré tout? Si tu veux, il y a des choses qui sont factuelles.
même si je ne travaillais pas intelligemment, et je t'expliquerai un petit peu ce qu'est le concept de travailler intelligemment, même si je ne travaillais pas intelligemment, mais qu'à partir du moment quand je vois mon temps de travail dans la semaine, et je ne cherche pas à faire rêver les gens, parce que ma vie, elle n'est pas sexy non plus. Un mec travaille 35 heures, moi j'ai toujours travaillé 100 heures semaine, minimum. Donc factuellement, je serais toujours 3 fois plus riche que lui. Je ne veux pas te faire un coup à la Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Mais il y a quand même des mathématiques à respecter. Oui. Si tu travailles 3 fois plus, 10 fois plus, tu gagneras plus. Après, il faut aussi les axer de manière intelligente. Parce que si je vais travailler 100 heures semaine dans la mine pour gagner le même salaire, ça ne changera rien à ma vie. Si par contre, j'ai mon salaire, j'investis à côté, je prends un deuxième emploi pour me faire un capital, pour me monter un capital, pour pourquoi pas acheter un bien immobilier, etc., etc., toutes des mécaniques qu'on peut développer, mais c'est d'avoir l'intelligence que je travaille pour créer de l'argent. On crée de l'argent en tant qu'entrepreneur, d'accord ? Donc c'est là-dessus que tu dois comprendre les mécanismes de l'argent qui sont pas si évidents que ça. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays où faut pouvoir les comprendre. Bah déjà, personne ne te les inculque. Tu vas à l'école, tu n'as pas un cours de comment apprendre à faire de l'argent. On t'apprend à l'école à avoir un salaire. On t'apprend à travailler. Pourquoi tu penses, Hassan, qu'en France, c'est si compliqué, tu vois ? Tu as des gens qui réussissent, ils osent même pas montrer leur voiture. Parce qu'on leur casse, on leur raye. Ils veulent même pas montrer leur maison, où ils habitent. Enfin, c'est pas le montrer, je te montre dans ma story ce que j'ai. Mais juste, voilà, j'apprécie mon matériel parce que mon matériel représente ma réussite. Pourquoi les gens ont du mal avec ça ? Moi, si tu veux, parce que j'ai une chaîne YouTube, j'ai montré de temps en temps des petits diplômes de réussite, comme j'aime à les rappeler. Des petits diplômes de réussite ? C'est un petit bien... Ouais, ça peut être un bien matériel, c'est une belle voiture, une belle montre, un truc. Parce que tu t'es fait kiffer. Bien sûr. Et parce que moi, je suis pour ça. L'un va pas sans l'autre. Oui, et puis il faut le faire. Et si tu veux, j'ai aucun problème avec ça. Et je vois pas en plus de ça là où est la problématique, surtout quand tu regardes le background, quand tu te dis, attends, j'ai versé des larmes de sang pour avoir ça. C'est pas une finalité. C'est absolument pas une finalité. Parce que moi, de manière générale, dans ma vie, je consomme très peu et je suis assez minimaliste. Mais si j'ai envie de me payer des belles choses, que je les montre ou que je les montre pas, je me pose pas la question, si tu veux. Quand je me baladais avec, parce que j'ai changé de voiture il y a pas longtemps, quand je me baladais avec une voiture rouge assez sportive et rapide, j'allais sur mes chantiers, je me posais pas la question du qu'en dira-t-on. Et est-ce qu'on t'a dit, est-ce que tu as fait des remarques ? Évidemment. On m'a fait plein de choses. Elle a été abîmée. J'ai été suivi. Carrément. Non, mais pas voilà. Pas de carjacking, pas de homejacking. Non, mais ça aurait pu y aller. Mais voilà, si tu veux, je suis dans une démarche d'aider les gens à être moins en complexe avec ça, être dans une aventure d'entreprendre, de gagner plus d'argent, d'être plus participatif, de relever peut-être plus de défis. Et puis aussi, je te dis, c'est être un entrepreneur citoyen, c'est ça, c'est participer à la collectivité. Pourquoi le Français a du mal à assumer son argent alors que l'Américain, il le montre pleinement et fièrement ? Ouais, c'est comme je te dis, c'est peut-être une question de culture, d'éducation. Attends, tu vas à l'école, on va t'apprendre, comme je te l'ai dit, on va t'apprendre à avoir un métier. On va t'apprendre à avoir un métier. Oui. Mais quand tu as ton métier, qui t'a appris à gérer un budget ? Juste soyons très basiques, à gérer un budget. C'est-à-dire que tu vas gagner 1 500 €. Il faut savoir que tu vas avoir un loyer, tu vas avoir peut-être des enfants, tu vas avoir un crédit pour ta bagnole. La bagnole à l'année, ça coûte tant. Les assurances, ça coûte tant. Et puis les gens, ils sont débordés. Et puis les gens, ils sont matraqués toute à longueur de journée par des pubs de cartes revolving, de machin. Et ça va très vite. Tu tombes sur un surendettement. Et les crédits et tout, oui. Et c'est foutu. Donc, il faut déjà de l'intelligence budgétaire, financière, qui va te permettre après de t'enrichir. Et l'intelligence financière, comme personne ne nous l'inculque, on peut trouver des formations sur Internet, sur ça. Mais je suis là, bien évidemment. Hassan est là, les gars. Tu fais des formations ? Moi, j'essaye d'accompagner les gens sur un maximum de thématiques. Entrepreneuriat, bien sûr, le créneau immobilier est très prépondérant chez moi. Puis en plus, j'ai un réseau de chasseurs immobiliers. C'est un peu comme des agents immobiliers, mais ils travaillent pour des investisseurs. J'ai des sociétés de bâtiments, enfin bref.
j'essaie d'accompagner les gens, surtout et de les aider à peut-être s'inspirer de mon état d'esprit sur cette thématique que j'ai élaborée, qui est l'influence financière. Et ces gens qui veulent maîtriser ou gérer l'influence financière, est-ce qu'ils doivent prendre tes formations? Est-ce que... Tu sais, il y a des Parce gens que qui ça, supportent pas payer pour apprendre. Il y a des gens qui vont te dire, oui, mais moi je vais à la bibliothèque, c'est gratuit, ou je vais sur Internet, il y a 1 million de Mais vidéos toi, qui vont m'apprendre. toi, tu es la preuve vivante. Moi, si tu veux, quelque part, je vais rien révolutionner dans ce que je vais t'apprendre. En revanche, mon parcours, mon vécu, mon histoire et ce que j'ai vu et ce que j'ai entrepris. Montre. Par exemple, si je te dis, dans ta famille, cite-moi une personne qui n'a jamais investi dans l'immobilier. Tu vas peut-être me dire, mon tonton, ma tata. Est-ce que tu vas aller prendre information chez ce tonton, chez cette tata, qui ne connaît pas ce truc-là, mais qui va avoir peut-être un jugement, un préjugé, qui va te dire, attention Aïssa, ne fais pas ça, et qui va te dire, le fais pas parce qu'elle a tout un tas de croyances, peut-être obscures vis-à-vis de cet investissement. Si tu veux te lancer dans une affaire, dans l'amour, par exemple, comme tu fais aussi, dans le développement personnel, comme tu fais aussi, si tu n'as pas quelqu'un qui a un vécu, qui a un background, qui a éprouvé certains sentiers sur lesquels peut-être ça va être difficile que toi tu ailles, tu vas peut-être même faire comme moi, c'est-à-dire réussir, échouer, réussir, échouer. Moi, je te fais gagner des années. Comme tu peux faire gagner des années sur des couples qui ont du mal à s'entendre, comme tu peux faire gagner des années sur des gens qui sont peut-être pas si bien que ça dans leur peau et qui vont aller un petit peu plus haut. Mais il faut avoir cette idée et ce mindset d'investir sur soi. Si la personne n'a pas cette idée d'investir sur soi et qu'elle te dit « Ah là là, Issa, ton coaching est trop cher, c'est même pas la peine, je réfléchis même pas ». Cette personne-là, tu la revois dans 15 ans, elle n'a pas bougé, et elle se dit « Merde, il y a 15 ans, j'aurais dû peut-être te faire confiance et puis suivre tes conseils. » Moi, je n'ai pas acheté un appartement, j'en ai acheté et revendu des centaines et des centaines. Donc, à un moment donné, le processus immobilier, je le connais. Là, quoi. Tu le connais, je le tu connais. le maîtrises. Sans faire le Donald Trump. Mais je le la connais. réalité. C'est factuel. Et je pense, c'est comme un entraîneur, si demain tu veux tu veux perdre du poids, tu veux prendre le meilleur coach de la place parce que le mec est réputé, il a réussi à faire fondre Kim Kardashian en 3 semaines, tu vas le payer. Bah, il faut. Tu vas le payer. Investir sur soi, c'est indispensable pour réussir. C'est ça. De toute façon, je pense que toutes les personnes qui ont réussi ont sorti de l'argent. Ceux qui n'en sortent pas ne réussissent pas. Il y a un moment donné, il faut en sortir, à part si tu es héritier. À part si tu es héritier. Voilà. Si tu pars de rien, si tu es dans un endroit difficile, que rien n'est propice pour ton évolution sociale, ben, il va falloir trouver des autres systèmes, il va falloir manger des cailloux à un moment donné si tu veux manger du caviar. Et puis, il va falloir investir sur soi, il va falloir faire tout un tas d'efforts. Et avoir aussi la chance d'avoir quelqu'un qui te soutient et qui t'écoute. Parce que tu as des gens qui ont des projets et autour d'eux, on a des familles des fois, ou des amis, ou l'entourage. Ça, c'est une fausse excuse. Qui les dissuade. C'est une fausse excuse. Je suis d'accord avec toi parce que moi, par exemple, pour te raconter un petit peu mon petit parcours, moi, mes potes, enfin pour moi, pour elles, je racontais que de la merde, excuse-moi. C'était n'importe quoi, genre de dire au lycée, je vais être mon propre patron, je vais me lever. Elle me disait, mais tu veux faire ta star en fait. Je leur disais, mais si c'est possible. Enfin, moi, j'y crois. Et je pense pas que ce soit une vie de rêve. Mais tu vois par contre, c'est bien, ça permet d'écrémer ton entourage. Aujourd'hui, on voit. Ben oui. Mais il y a 10 ans, non. Oui, mais il y a 10 ans. Aujourd'hui, ceux qui t'ont dit ça, tu leur parles encore? Oui, j'en parle encore parce que c'est des copines, en fait. Ouais, c'est des copines. Elles me disent, en fait, nous, on t'a pas cru, mais t'avais raison. Ouais. Mais c'était tellement ahurissant, incroyable. Et je me disais, mais je comprends pas pourquoi pour vous, c'est si incroyable. Et c'est là que quand j'ai vu ta vidéo où tu disais, c'est inné, je me suis dit, en fait, il a pas tort. Parce qu'il y a des gens qui, pour eux, c'est un rêve, c'est incroyable, tu vois. Et toi, tu me dis, Après, il y a aussi des gens qui sont feignants. Effectivement. Ouais. On va pas se mentir. Non, mais il y a aussi des gens qui sont feignants. On va pas se mentir. S'il veut pas faire plus ou sortir de sa zone de confort. Ils ne feront pas plus. Voilà. Mais après, te plains pas. Si ta vie te satisfait, si avoir ta femme ou ton mari à la maison, que tu as ton pavillon de 100 mètres carrés avec le Scénic à la porte. Ça te va. Ça te va. C'est très bien. Viens pas emmerder le mec qui roule avec une Ferrari ou une Lamborghini parce qu'il a travaillé corps et âme pour l'obtenir. Oui. Va pas le jalouser. Effectivement. Peut-être que derrière,
mathématiquement, il est beaucoup plus riche que toi, mais aussi, il a beaucoup plus de responsabilités, il a beaucoup plus d'engagement autour de lui avec des équipes qui sont là en train de dire fais-moi bouffer. Donc, reste à ta place si tu es content avec cette vie. Le plus important, finalement, c'est d'être heureux avec la vie que tu as. Exactement. C'est pas une question d'abondance financière, c'est une question d'être bien dans sa vie, bien dans sa peau, et voilà. Et à partir du moment où tu commences à avoir un jugement sur autrui, tu ne l'es plus, bien dans ta peau. Donc, occupe-toi de toi. Et le reste suivra. Voilà, exactement. Hassan, je vais entrer dans ta vie privée. D'accord. Est-ce que Hassan est marié? Hassan est marié. Est-ce qu'Hassan a des enfants? Oui, alors je t'ai dit, j'ai eu une première fille. Et puis ans. avec ma femme, on a 2 garçons qui ont 9 et 8 ans. J'ai coup de stress. Je me demande pas les anniversaires. Non, mais je suis un bon papa. Hein. Bien sûr, tu peux être un bon papa voilà. Et oublier certaines choses. C'est ça. Est-ce qu'eux veulent faire de l'immobilier ou c'est pas leur délire? J'ai ma fille, la fois dernière, parce qu'elle est en seconde, donc forcément, tu sais comment ça va être l'orientation. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit, je veux être dans l'immobilier. Donc elle regarde aussi les vidéos de son père. Et, ouais, mais ils font ce qu'ils veulent, en fait. Moi, Non, parce que est-ce que tu sais, des fois, tu es influencé par tes parents. Tu as beaucoup de parents médecins, leurs enfants font médecine. Est-ce que tes enfants sont influencés par ton travail? C'est possible. Ouais. Moi, mes enfants, ils sont hors école, ils sont H24 avec moi. Donc forcément, quand je travaille, ils sont là, ils voient. Ils voient ce que tu fais. Ils mettent la main à la pâte. Quand il faut ramasser un truc sur un chantier, même si j'ai des entreprises, hein, mais je les fais ramasser, je leur mets un casque, vas-y. Oui, tu leur fais comprendre que c'est pas si facile. Non, je leur fais comprendre. Puis en plus, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Oh là 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 là. Et moi, je suis là, je dis. Je m'embarquais, elle me dit ouais. Et moi, je dis ouais. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Non, je suis pas d'accord. Non, ça va couper. Je plaisante. Je suis pas d'accord. Non, mais c'est aussi de leur montrer. Je serais fier s'ils travaillent avec moi, comme je serais fier si demain j'ai mon fils qui est danseuse étoile ou footballeur. Ou... Peu important qu'il est heureux, tu es OK. Je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. En fait, si tu veux, c'est leur vie. Oui. Ah, ça. C'est leur vie. Moi, je suis pas. Je suis responsable de leur Tu es avoir à l'origine, mais aujourd'hui, ils sont libres. Ouais, bon, alors, ils sont encore enfants, c'est-à-dire que jusqu'à leur majorité. Grande adolescence, majorité, ils commenceront à prendre leur choix personnel. Je serai toujours là s'ils ont besoin de conseils ou quoi que ce soit, mais c'est leur vie. Hassan, quelles sont tes qualités et tes défauts? Obsessionnel, c'est une qualité pour les affaires. C'est un défaut très prononcé pour les gens avec qui je vis. Parce que c'est dur à vivre. Donc, obsessionnel du travail ou obsessionnel en général? En général. En général. Et ça peut être très compliqué. Ça a été très compliqué aussi pour ma femme. À supporter, à vivre. C'est très, très dur au quotidien. Qualité, j'essaye d'être le plus droit dans ce que je fais. J'essaie d'avoir qu'une parole. Ce qui aussi peut m'amener à des déconvenus. Je suis un mec un peu à l'ancienne, si tu veux. Les affaires, c'est des contrats. Le business, c'est des contrats. Le droit immobilier, c'est des contrats. D'aller à la banque, c'est des contrats. Et moi, je marchais un peu comme les cow-boys, en fait. Genre, tu me serres la main, toi et moi, on est OK. Confiance morale. Ouais, tant que je te serre la main, on est OK. Donc, je me suis fait souvent avoir. Et malheureusement, quelque part, j'ai tenté de changer ma nature. Elle est impossible à changer là-dessus. Ah, aujourd'hui, tu l'es encore? Aujourd'hui, je le suis à 2000%. Je suis encore lié avec des deals qui ne devraient même pas tenir, mais juste parce que j'ai donné ma parole il y a 7 ans. Quand quelqu'un vient à toi, veut s'associer avec toi, veut faire un business avec toi, en fait trop sur sa moralité, surtout sur sa moralité, fuis. De toute façon, tu seras obligé quand même d'accorder ta confiance. Moi, à nombreuses reprises, j'ai accordé ma confiance à des gens dans les affaires. On me l'a pris, on me l'a tordu, on me l'a violé, on me l'a piétiné et on me l'a jeté. Mais en même temps donné, tu ne peux pas faire des affaires sans, à un moment donné, non plus pas accorder ta confiance. Et tu devras l'accorder, ta confiance. Tu devras à un minima l'accorder. Alors, comme je l'ai répété dans d'autres vidéos, mais de plus en plus, la confiance doit avoir peut-être un garde-fou. Moi, aujourd'hui, j'ai ma femme qui est ce garde-fou sur peut-être des associés et des gens avec qui je serai en relation business.
elle me donne son avis et je prends acte de ses décisions. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de mettre aussi un garde-fou juridique. Et ce garde-fou juridique, c'est ton avocat. Moi, j'ai un avocat aujourd'hui qui sécurise énormément mes affaires et mes business, ce qui me permet justement, même si confiance étant accordée, clac, c'est verrouillé, même si la confiance se déchire de nouveau et se fissure, les deux parties, ou les triparties, ou peu importe comment tu t'associes, seront tous plus ou moins protégés. Alors, tu es un homme de parole, du coup. Tu tiens tes paroles. Je pense être un homme de parole. Après, je suis aussi tout un tas de choses. On est des multitudes de facettes. Bien je suis sûr. souvent un connard, je suis souvent un mec pas content. J'ai sûrement vexé, choqué, énervé tout un tas de partenaires commerciaux, familiaux. Et je m'en voudrais dans ma vie peut-être d'avoir vexé ou énervé des gens. Mais on est une multitude de choses. Et en plus de ça, moi, je pars du postulat que tu fais du développement personnel, ça veut dire que chaque jour, au quotidien, tu dois tenter d'être une transformation de ta personne. Oui. Donc, ça veut dire que Aïssa, à cette heure-ci, aujourd'hui, n'est pas la Aïssa d'hier. Et sera probablement pas la Aïssa de demain. Donc, forcément, si on te voit à chaque fois à travers le prisme d'une qualité ou d'un défaut, déjà dans la tête des personnes, ils ne te verront que à travers ça et ça sera figé, booké et terminé. Et moi, je considère que l'être humain, il a tellement de facettes. On a une part d'ombre, une part de lumière, on a des défauts, des qualités, mais c'est ce qui fait qu'on est un être humain. C'est ça. Hassan, je voulais te demander aussi, quels sont les pièges à éviter en tant que businessman? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut t'appeler. Quels sont les pièges? En fait, dans les... Si tu devais dire... alors, cette caméra ou celle-là. D'accord. Si tu devais conseiller un de mes abonnés qui veut se lancer, mais qui a peur, tu lui dirais quoi? Bon, alors déjà, de se lancer avec la peur, c'est légitime. En revanche, il n'y a rien de grave dans le fait de se lancer. Il faut tenter. Ça, c'est la première des choses. Et puis, si ça ne marche pas, c'est pas grave. On reviendra à la vie qu'on maîtrisait, le confort qu'on maîtrisait auparavant. Mais on ne peut pas rester dans la souffrance de se dire et pourquoi pas, et si j'avais su, et j'aurais dû, et machin. Essaie de vivre avec le moins de regrets possible. Essaye. Donc ça, c'est la première des choses. Quoi qu'il arrive, essaye. Quoi qu'il arrive, essaye. Après, les affaires, le business, quoi qu'il en soit, tant que tu rajoutes deux choses, l'ego et l'argent, c'est un milieu d'enfoirés. Donc, tant que tu as compris ça, en tout cas, on va pas te dire des gros mots, mais c'est un milieu difficile. Tant que tu as rajouté ça... C'est un milieu de requins, comme on dit. À partir du moment où il y a de l'argent et de l'ego, il faut que tu sois prêt. Prêt dans ton entourage, prêt psychologiquement, prêt financièrement, parce qu'il y aura peut-être des coups durs. Il faut être prêt. Il faut être apte à comprendre que ça va être compliqué. Oui. Personne ne te fera de cadeau. Soit tu manges, soit tu es mangé. Et c'est valable dans tous les domaines. Le showbiz, tous les domaines où il y a de l'ego et de l'argent. Et souvent, les deux sont souvent assez liés. Ouais. Est-ce que pour toi, il est plus difficile pour une femme d'être entrepreneur que pour un homme? Il est malheureusement statistiquement annoncé qu'il y a plus d'hommes entrepreneurs que de femmes. Et moi, je le vois parce que je fais souvent des séminaires et des conférences sur l'immobilier. Ma salle, il y a 20% de femmes. Et je le déplore. Pourquoi? Est-ce que pour toi, c'est parce qu'elles ne sont pas intéressées ou parce qu'on ne leur laisse pas la place? Tu sais, on est dans un pays où il y a soi-disant l'émancipation des femmes. S'il y avait autant l'émancipation des femmes, il y aurait autant de femmes entrepreneurs que d'hommes. Donc il y a peut-être un manquement déjà culturel, un manquement peut-être aussi au niveau de l'éducation et des croyances internes aussi peut-être d'une femme qui se veut et qui se voudrait indépendante, qui ne se lancerait que lorsqu'elle serait accompagnée d'un mari ou d'une femme, enfin, peu importe, mais il y a peut-être des ancrages psychologiques à lever, mais ouais, je le déplore complètement. Il y a pas beaucoup, il y a trop peu de femmes dans les affaires. Ça rendrait peut-être la donne un peu plus plaisante. Ça serait mieux pour toi. Il faudrait encourager les femmes à être entrepreneurs. Je pense, ouais. Mais t'en es la preuve vivante. Merci. Donc c'est bien, t'as une grosse communauté, tu incites les gens et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui te suivent. Ici, je vois beaucoup de femmes. Excuse-moi. Et voilà, et c'est inspirant.
Si tu arrivais tu sais, si tu as réussi à inspirer juste une personne dans ta vie, tu as tout gagné. C'est pas le nombre de followers, c'est pas le nombre de ceci, cela. Tu en as inspiré une qui vient te voir dans 5 ou 10 ans et qui te dit Aïssa, tu as changé ma vie. Ouais. Tu as gagné. Fin. Donc j'ai déjà gagné. Donc tu as déjà gagné. Donc continue à gagner. Ouais. Voilà. Alors, tant que je peux aider, j'aide. Il n'y a pas de souci. Et Hassan, quels sont tes projets aujourd'hui? Plein. Continuer à rajouter des zéros. Et tes projets futurs? Continuer à rajouter des zéros. Mais ouais, continuer à rajouter des zéros, parce que comme je te l'ai dit, plus je serai riche, plus je serai influent, plus je pourrai lutter pour des causes importantes. C'est ça qui m'anime. Ça, c'est vrai. Comment gères-tu ton ego? Enfin, même en général, comment on gère son ego quand on devient millionnaire en 10 ans, 5 ans, en 1 an? Déjà, il a été fait en 10 ans. Et vu que j'ai versé des larmes de sang et ça a été très compliqué et très dur, très éprouvant, j'ai zéro ego. Ça peut paraître, peut-être que je dégage un truc. Non. On me l'a souvent dit, donc peut-être je l'annonce. Et à travers la caméra. Ouais, peut-être. Tu es arrogant? En fait, je pense qu'il faut se méfier de ces deux termes-là. Oui. Entre la fierté et l'arrogance. Tu vois, je pense que déjà, si tu veux réussir en affaires, si tu veux réussir dans la vie, tu as besoin d'un minimum de fierté. Oui. Tu as besoin d'un minimum de confiance en toi. Exactement, oui. Si tu n'es pas confiant, mais on a dû te le dire aussi. Bien sûr. Ah, Issa se la pète, ah, Issa machin, Issa ceci. C'est normal. Pourquoi? Parce que tu dégages une certaine confiance en toi. Mais une confiance en toi, ça ne veut pas dire pourtant que tu as de l'arrogance à dire je suis mieux que toi. C'est pas du tout la même notion. Être confiant, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs. Être arrogant, t'inquiète pas, tes objectifs, ils vont vite se terminer. Parce que tu vas te croire supérieur, tu vas te croire arriver. Et on arrive sur ce slogan très bête, tu vas finir par être le gros poisson d'un petit étang. C'est-à-dire, tu vas avoir l'impression d'être une grosse tête, entre guillemets, parmi des gens inférieurs à toi, financièrement, intellectuellement ou quoi que ce soit, et tu vas te prendre pour ce que tu n'es pas. Sauf que pendant ce temps-là, il y a des gens qui passent au-dessus de toi, et tu régresses. Donc moi, de l'ego, j'en ai zéro. J'ai zéro ego. Je l'ai pris, je l'ai tordu, je l'ai essoré, terminé, on passe à côté. J'en ai pas. Et comment tu peux avoir de l'ego quand tu te rappelles tous les jours que tu es qu'un simple mortel? C'est ça. Le rappel de la mort, ça peut peut-être... Non, mais on peut partir dans un truc un peu ésotérique. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais le toi. rappel de la mort... Il n'y a personne qui est immortel. Donc, du coup, on a tous la même fin. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, je ne comprends pas ces gens qui se marchent dessus alors qu'on va tous dans la même direction. Enfin, il n'y en a pas un qui va s'en sortir plus qu'un autre. Non. Donc, finalement, autant kiffer. Et c'est vrai ce que tu dis. Ouais. C'est réel. Donc, c'est pas morbide. Ce que tu dis, c'est juste vrai. Alors, moi, en plus de ça, c'est mon credo de vie. C'est ton leitmotiv. Ouais, c'est mon leitmotiv. C'est tous les jours, même plusieurs fois par jour, je me rappelle que ça peut être terminé. En revanche, mes projets, mes business, tout à l'heure, on parlait de Bezos, Amazon, 180 milliards de dollars. Hassan, en termes de vie, peut-être qu'il n'y arrivera pas. Mathématiquement parlant, il n'y arrivera pas. Par contre, mes projets, mes business, peut-être la dynastie des futurs, j'ai mon fils Alassane, qui fera peut-être Alassane 2 et Alassane 3, peut-être qu'eux y arriveront, si tu veux. Je sais pas. On y croit. Mais en tout cas, moi, c'est là-dessus que je travaille pour développer mes business. Mais ça me donne pas cette liberté de me dire l'argent va me sauver de cette fin inéluctable. Et par rapport à tout ça, Hassan, tu as écrit un livre. Ouais. Alors, Influence financière. C'est ça. Dans ce livre, on y apprend quoi exactement? On apprend comment devenir un businessman, comment monter un business. Est-ce qu'on apprend comment devenir millionnaire, comment gérer son argent? Il y a un petit peu de mon histoire. Et il y a surtout, pourquoi je l'ai appelé un manifeste, c'est parce que c'est un peu un livre politique au sens noble du terme. Comme je te dis, aujourd'hui, moi, il y a un truc... prends l'exil fiscal ou l'exode fiscal des entreprises ou des personnalités ou des gens qui gagnent beaucoup d'argent ou des entrepreneurs en France, ça coûte des milliards d'euros à la France. Quand tu te retrouves avec... tu peux me mettre sur le tapis que c'est les pouvoirs politiques qui ne font pas bien les choses, etc. Mais quand tu te retrouves avec un trou de la Sécu, quand tu te retrouves avec... je dis une bêtise, mais... là, on a vu avec la crise du Covid qu'il y avait un problème au niveau matériel dans les hôpitaux. Quand tu te retrouves avec des manquements pour des choses indispensables,
que si on évitait de faire des largesses à Airbnb qui ne payent pas leurs impôts en France, à Amazon qui ne paye pas ses impôts en France, à des célébrités qui se barrent parce qu'ils gagnent de l'argent, ou à des gamins de la télé-réalité qui se barrent encaisser des fortunes à Dubaï, et que tu payes un petit peu des impôts ici aussi, tu auras construit quelque chose et pour toi et pour ta communauté et ton pays. Tu seras un minimum solidaire, si tu veux. Et c'est aussi ça que j'essaye de... En fait, moi, si tu veux, j'ai grandi dans les années 80 avec la théorie du rêve américain. Tu vois, Stallone, le mec, il part de rien, il peut tout arracher et tout réussir. Et c'est de ça dont parle ton livre ? Non, il y a un peu de cette histoire, mais j'ai voulu aussi retransmettre, dire aux gamins, quelle que soit ton éducation, d'où tu viens, les études ton que tu as nom, faites, qui que tu sois, tu peux réussir même en France. Même en France. Sois content d'être ici, parce que quelque part, si demain, je dis une bêtise, c'est la mode en ce moment d'aller à Dubaï. 0 € d'impôts, c'est bien, etc. Tu sais, à un moment donné, Dubaï, ça reste une monarchie. Le jour où le roi il dira dégager, il va falloir partir. Il faudra revenir en France. Puis il faudra passer par la case fiscale en disant bah tiens, j'ai tous mes millions là-bas, il va falloir que je les déclare ici. T'es mort, t'as plus rien, on va tout te prendre. Moi, je peux comprendre quelqu'un qui dit je quitte la France parce que voilà, ça suffit, je suis trop taxé, etc. Je l'accepte. Chacun a son cheval de bataille. Mais fais pas l'hypocrite. Si par exemple tu as quitté la France pour aller vivre dans un autre pays, sois sûr de ne pas revenir. C'est-à-dire, si demain tu es malade et que tu as envie de faire l'appendicite, viens pas me dire ouais, mais à Malte, les médecins ils étaient pas super sympas. Je vais revenir quand même en France parce que au moins je suis assez protégé. Bon, je pars un petit peu dans tous les sens. L'influence financière, c'est aussi... Regarde, aujourd'hui, tu penses que c'est l'État qui, entre guillemets, contrôle, mais derrière, il y a toujours des lobbies qui financent et qui influencent sur nos vies, nos lois. Donc si demain, moi, j'influence quelqu'un qui deviendra peut-être 10 fois, 100 fois plus riche que moi, et qui demain voudra œuvrer pour des causes, qu'elles soient humanitaires, qu'elles soient sociales, qu'elles soient... peu importe, des causes importantes, humaines, juste humaines. Quelqu'un avec des valeurs, avec un fond, mais quelqu'un qui s'est réellement enrichi et qui décide de faire quelque chose de prolifique avec son argent, là j'aurais gagné. Mais une personne qui ne veut pas faire de business, est-ce qu'elle doit acheter ton livre ? Évidemment. Ah. Parce que ça m'enrichit. Et parce que derrière, non, en plus je gagne 1,40 € là-dessus, donc c'est une horreur. Mais il est destiné à quelle population, ce livre ? Il est décidé à celui déjà qui s'ouvre l'esprit et qui s'enlève aussi les carcans des fausses croyances qu'on lui a inculquées sur ce qu'il est, sur ce qu'il représente, sur la classe moyenne. Ouais, donc à tout le monde. Pas que aux personnes qui veulent faire du business. Non. D'accord. Non, ça s'ouvre donc vraiment. Tout le monde peut se procurer ton livre. Il est disponible sur Amazon, Non, pour l'instant, il est disponible que sur mes plateformes. Donc il faut aller sur ton site. Ouais, c'est ça, sur YouTube. On vous mettra le lien. Ouais. Il sera bientôt sur Amazon parce que là, on est en train d'écrire le 2e. Et qui sortira au mois d'avril-mai, si je dis pas de bêtises. Qui sera un peu plus compact, un peu plus volumineux, qui va plus rentrer dans les affaires que j'ai menées et qui sera un peu plus technique. Là, c'était vraiment un mouvement que je voulais lancer. Un mouvement que, un petit peu, on débat depuis tout à l'heure sur le fait de se décomplexer vis-à-vis de l'argent, que la réussite peut être accessible à celui qui s'en donnera, en tout cas, le choix. Ça ne voudra pas dire qu'il réussit. Puis après, c'est une notion qui est assez floue, la réussite. Oui. Parce que si tu mets des chiffres à côté ou en corrélation avec une réussite, c'est pas bon. On en revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire de se comparer à telle ou telle personne. Et du coup, une personne qui veut réussir, une femme qui a 30 ans, une femme qui a 25, une femme qui a 20 ans, elle veut réussir. Pourquoi elle vient voir Hassan ? Parce que là, mes abonnés, c'est majoritairement des femmes. D'accord. Puis il y a une partie qui sont masculines. Donc j'ai 80% femmes, 20% hommes. Pourquoi ils doivent venir sur tes réseaux ? Pourquoi ils doivent venir sur ton site ? T'es le meilleur dans ton domaine. Je suis le meilleur dans mon domaine. Et je te fais du Zlatan Ibrahimovic peut-être de bas échelle. Non. Mais c'est une question de... Non, il faut dire, parce que justement, ils vont venir. Ouais. Et le top, c'est qu'est-ce que tu peux leur apporter ? Mais justement, je vais aller un peu plus loin dans ce que je te dis là, en assumant le fait complet de te dire t'es le meilleur dans un domaine. Je suis le meilleur, pourquoi ? Parce que je m'entraîne tout le temps. Je suis le meilleur parce que je fais tout le temps.
Et je suis meilleur parce que j'ai confiance en moi. Et c'est ce que j'essaie de retransmettre à celui que j'aiderais, peut-être par le biais d'un accompagnement, d'un coaching ou d'une formation en ligne ou quoi que ce soit. Ou même juste d'une vidéo gratuite. Juste regarde, j'en ai 500 sur ma chaîne, t'as de quoi manger, t'as de quoi faire, t'as même pas besoin de payer. Prends déjà des parcours de vie que je retransmets. Qui pourraient parce aider. que je me sens pas coach, si tu veux. De manière générale, je me sens pas coach. Je me sens être quelqu'un qui doit transmettre. Comme... Bien sûr, je peux accompagner. Tu sais, on dit qu'une personne qui maîtrise beaucoup de choses, donc un savoir, une connaissance. Toi, par exemple, tu maîtrises le domaine de l'immobilier, tu en deviens le maître. Donc aujourd'hui, tu es comme un professeur. Donc tu peux être indirectement le professeur. Mais certes, je suis un professeur qui aurait un bâton et qui te mettrait des coups de fouet. Non, là je suis tout de même. Non, mais tu peux être le professeur de, voilà, tu veux te lancer dans l'immobilier, ça va se passer comme ça. Il faut faire Bien ça, sûr. il faut faire ci. Tu veux gérer ton business, il faut faire ça. Tu veux gérer ton budget ou ton argent, il faut faire ça. Donc tu peux expliquer à quelqu'un comment gérer sa vie bien finalement. sûr, mais après... C'est très important. Mais après, comme je te dis, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se sont trompés et qui se sont, entre guillemets, même égarés. Tu sais, YouTube, pour essayer de donner de l'intérêt à ta vidéo, tu vas avoir des titres un petit peu accrocheurs. On avait fait une vidéo il y a pas longtemps avec quelqu'un de connu aussi. Le titre, c'était du RSA à millionnaire. Et forcément, les gens sont arrêtés juste au titre, sans écouter le parcours de vie, sans écouter les souffrances, les sacrifices, etc. Et on a plein de gens, après cette vidéo, qui ont appelé mes équipes. Ok, moi je suis au RSA. Bon, par contre, je veux pas travailler. Comment je deviens millionnaire? Non, mais c'est une blague. Je suis ni un magicien. Non, mais je suis ni un prophète. Quoique. Mais non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Le gars complètement mégalo. Non, mais si tu veux, il y a des mathématiques, si tu veux. Oui, non, mais c'est logique. Des bases. Et puis il y a du travail. Il y a du travail. Moi, j'ai plein de gens en détresse qui nous appellent. Pourquoi? Parce qu'on est sur cette thématique de l'argent. Donc, il y a plein de gens qui appellent mes équipes. Je suis en souffrance financière. Est-ce que Hassan il peut m'aider? Non, Hassan il peut pas t'aider. Hassan il fera pas à la place des autres. En fait, Hassan ne va pas te donner de l'argent, mais il va t'expliquer comment faire de l'argent. Absolument. Donc les filles et les gars, il faut aller sur le YouTube d'Hassan, il faut aller sur son site, il faut prendre ses e-books, e-learning, e-vidéo. Alors, j'ai pas d'e-book. C'est des e-formations en vidéo. Ouais, t'as des formations. C'est encore mieux, je trouve. Moi, de toute façon, je fais rien de gratuit. Mais c'est pas grave. Parce que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je suis un entrepreneur. Et le gratuit, il est ce que je te donne sur les réseaux sociaux et YouTube. D'accord. Le reste, si tu veux aller plus loin. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà énorme. Si tu veux aller plus loin, il faut payer. Et c'est normal. Je te dis, je ne suis pas devenu entrepreneur pour avoir un job alimentaire. Bien sûr. Je suis sûr. devenu entrepreneur pour générer des flux financiers, gagner de l'argent, en faire gagner à d'autres, employer des gens, créer un écosystème. Et aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un qui veut aider d'autres gens à faire exactement comme toi ou avoir le même parcours ou en tout cas réussir. Ouais, il y en a plein déjà qui ont suivi ce process. Ouais. Eh ben, très bien. Moi, je suis un vieux sur YouTube, hein, tu sais. Ouais, mais bon, félicitations quand même. Parce que non, mais je pense que des profils comme toi, on devrait en avoir beaucoup plus. Donc, tous ceux qui ont l'opportunité d'inviter Hassan, invitez-le parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. On pourrait parler encore pendant des heures. Il y a beaucoup à dire. Et ton histoire, c'est pas tout le monde qui la connaît. Et je pense que tu devrais, aux États-Unis, tu vois, tu serais numéro 1, 2, je ne sais quoi. Enfin. Il y a des bons aussi. Non, mais parce que tu commences de quelque chose de bas et tu finis en haut et c'est comme ça. Et tu as une histoire, tu as un parcours. Et je comprends pas qu'on puisse ne pas te voir partout. Tu vois, c'est ce genre de profil dont on a besoin. Et on va me voir partout. Ben voilà. À partir de cela, vous partagez cette vidéo à fond, les gars. Hassan, il faut qu'il soit partout. Parce que son parcours, c'est vraiment beaucoup de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait. Beaucoup de respect pour ta femme. Je sais à quel point c'est pas facile. Tu vois. De toute façon, c'est elle qui gère mes business, de manière générale. Donc, mais à l'époque, te soutenir dans la galère et de se dire, ça, il est en train de croire, parce que tu peux, toi, être une femme, être mariée avec un homme et se dire, il est en train de me dire qu'il va être millionnaire, mais il rêve. Mais je vais faire semblant de le croire. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais elle était là. Et tu vois, je pense qu'elle y croyait. Ah, elle y croyait. Voilà. Mais elle était là, quoi. Mais au fil du temps, elle a commencé à s'effriter un petit peu dans sa patience, mais c'est sûr. Mais elle y a cru. Ouais, mais elle est restée là, tu vois. Et bravo. Bravo à elle. Félicitations à tes enfants parce qu'ils ont un père qui, comme tu as dit, qui passe du temps avec eux en dehors de l'école. Et pourtant, tu as beaucoup de business. Donc, Hassan, écoute, moi, je peux que te dire
Félicitations. Et j'espère de tout mon cœur que tu as inspiré beaucoup de gens en commentaire, dans mes abonnés. Et s'il vous plaît, ne venez pas nous dire, je suis au RSA, Hassan, rends-moi millionnaire. Non, parce que le commentaire, je dis tout de suite, c'est du foutage de gueule. Ou on voit des sous. Ou on voit des sous. Non, mais ça, vous ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous me faites honte. Vous ne faites pas ça. Hassan, avant de clôturer, tu m'as parlé tout à l'heure en off du média, de tout ce qui est télé-réalité, réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que tu penses du commerce à propos de la télé-réalité? Voilà, il y a beaucoup de candidats qui deviennent influenceurs et qui font du placement de produits. Étant donné que toi, tu es dans ce milieu de finance, qu'en penses-tu? Alors, c'est quoi le nom? Du marketing d'influence. Marketing d'influence, ouais. voilà. Alors, moi, j'en ai utilisé du marketing d'influence, c'est-à-dire que j'ai payé des influenceurs pour qu'ils fassent la promotion de tout un tas de mes produits et de mes services. Tu en es satisfait? Tu en as été satisfait? C'est toujours relatif, c'est mitigé, mais il faut savoir que moi, les produits et les services que je propose, c'est pas en adéquation avec les influenceurs dits télé-réalité. Et par contre, pour la visibilité, et ça aide. Mais derrière, moi, ça va être des enfants de 14-15 ans qui vont vouloir acheter mon livre sans comprendre la première phrase. Il n'y a oui, bien sûr, aucune chose péjorative à travers le gamin de 14 ou 15 ans. Mais c'est ça, par contre, l'idée d'être un influenceur peut être une très bonne idée, puisqu'une idée lucrative. Après, de ce que j'en pense, de ce que j'en vois, de ce que je perçois, je ne suis pas sûr qu'il y ait une pérennité dans cette activité qui soit très longue. Pourquoi ? Déjà, ça repose quasiment sur rien. Ça, c'est une vérité. Ça repose sur un nombre d'abonnés. Ces nombres d'abonnés sont ce qui va déterminer le coût, le prix du placement de produit. Si demain, tu te fais striker, sauter ton compte Instagram, tu avais 5 millions, tu vendais une story à 800 balles, tu la vendras plus. Tu n'es plus personne, c'est fini, ton business, il est arrêté. Même si tu te relances, etc. etc. Après, c'est aussi dangereux pour les influenceurs eux-mêmes. Pour la plupart, ils sont jeunes, ils reçoivent beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens qui se greffent autour d'eux, pas spécialement aussi que des gens très bien intentionnés. Et donc, ils ont aussi peut-être du mal aussi à gérer ces gros flux financiers qu'ils génèrent. Ils ne font pas souvent les bons placements. Et ça peut être aussi préjudiciable pour eux. Après, ce qui m'inquiète, moi, en tant que aussi père de famille d'une gamine qui a 16 ans et de 2 garçons qui vont aller vers l'adolescence, c'est penser que ce business model est ton futur, ta panacée. Soit une motivation pour certains jeunes. Ouais, c'est-à-dire que je me programme, allez, je vais aller dans une télé-réalité, je vais passer 3 semaines en slip, je vais m'embrouiller avec tout le monde pour que les caméras elles me voient, et derrière, je vais claquer 1 million et je vais pouvoir encaisser 100 000 euros par mois. Beaucoup de jeunes pensent ça, tu sais. Mais beaucoup de jeunes pensent ça, évidemment. Et c'est problématique, parce que le gamin qui gagne, enfin le gamin, je dis le gamin parce que j'arrive sur mes 40 ans, mais le gamin qui gagne à 25 ans 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois, ce qui sont des chiffres réels de certains gros influenceurs de la télé-réalité. Oui. Imagine, du jour au lendemain, il ne les gagne plus. Même pour lui, je parle pour lui. Psychologiquement, est-ce qu'il est prêt ? Est-ce qu'il assumera aussi ? Est-ce qu'il assumera de revenir peut-être à un Carrefour, Market pour faire une publicité et est-ce que ça va être très compliqué pour ça ? Moi, quand je travaille, par exemple, je te dis, je travaille avec des footballeurs, la première des choses aussi que je fais avec eux, c'est de leur faire comprendre la durabilité de leur métier. C'est des CDD. C'est des CDD qui sont très courts et en même temps donné, une carrière est courte et elle peut se fragiliser à n'importe quel moment, elle peut partir comme elle peut descendre, donc il faut tout de suite créer du business, se protéger. Parallèle. Après, il y a aussi quelque chose qui est quand même très problématique, c'est aujourd'hui, je pense qu'il y aura de plus en plus une méfiance et une défiance vis-à-vis des gamins issus de la télé-réalité qui renvoient un rythme de vie. Tu sais, on parlait tout à l'heure de montrer des choses. Il n'y a aucun problème à montrer des choses. Sauf que quand tu montres par opulence, tu sais, tu arrives quand même à un moment donné où ça en devient de l'écœurement. Moi, ça ne m'en touche pas une. Mais une gamine, allez, prends Kimberley, 16 ans, qui habite à Saint-Ouen, dans un F2 avec sa mère.
Elle est fan de toutes ces gamines-là. Elle regarde, je veux cette vie, je veux cette vie. Elle fait les castings, elle rentre pas dedans. Finalement, son seul job qu'elle va trouver, c'est caissière à prise unique. Elle va commencer à être frustrée. Il va commencer à se créer quelque chose de terrible en elle. Elle va commencer à avoir de la détestation pour la vie que ces gamins-là ont. Tu vois, donc à un moment donné, ce qu'elle fera aussi automatiquement, c'est qu'elle se désabonnera. Et puis petit à petit, ils se désabonneront. Puis en plus, je pense qu'ils se rendent même plus compte, les influenceurs, de ce qu'ils renvoient comme image, de ce qu'ils montrent, parce qu'ils sont en compétition entre eux. Ça, faut être OK. C'est-à-dire que quand il y en a un qui a fait une pile comme ça de Louis Vuitton, il faut que l'autre, il ait fait une pile comme ça. Quand il y en a un qui a mis une Lamborghini là, il faut que l'autre, il ait mis une Lamborghini et une Rolls. Donc en plus de ça, ils sont dans des mécanismes financiers qui sont très mauvais, que ce soit les influenceurs. Après, des influenceurs, je t'ai dit un petit peu en off que je travaille avec aussi un influenceur qui a été très malin et qui a compris vite la durabilité de ce business et qui a très vite investi. Il n'a pas investi à Dubaï, il a été malin, il a investi en France. Parce que c'est très bien, investir à Dubaï, mais comme je te dis, le jour où l'État reprendra de plein droit ce qui t'appartient. Aujourd'hui, libre d'achat et d'accès à Dubaï, mais quid de demain? Encore en France, on est assez protégé en termes de loi, surtout si tu as un passeport et une carte d'identité française. Bien sûr. Et si tu vois, il y a plein de relents, plein de ressorts. Moi, j'y vois pas une continuité. J'ai une bêtise. Tu as un mec qui va te faire une pub pour une montre à 30 balles. Tu sais très bien que lui, son rêve, c'est pas de la porter. Hein. Son rêve, c'est de porter une Patek Philippe. Et c'est ce qu'il porte au quotidien. Il te fait la pub comme ça avec la montre à 30 balles, elle est fantastique, elle est géniale, je la mets pour sortir. Le snap d'après, c'est sa Patek Philippe. Tu vois? Donc à un moment donné, les gens sont moins en moins crédules, voient bien qu'il y a un problème. Il y a aussi eu des problèmes avec les produits qu'ils mettaient en avant, qui ne soient pas bons pour la santé, qui ne soient pas bons au niveau écologique, qui ne soient pas bons de manière générale. Donc c'est des gens qui ne regardent pas spécialement. On leur dit, tiens, tu dois faire la promotion de tel truc, fais-le. Et ça va s'effriter. Et pourquoi aujourd'hui ils sont de plus en plus sur TikTok, les influenceurs, d'après toi? Parce que c'est un business qui vient de se lancer. C'est une application qui vient de naître. Et la cible est plus jeune. C'est les petits. On est sur du 10-13 ans. C'est-à-dire que les gens, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure en off, c'est les gens qui sont sur du 16, 17, 18 ans commencent à avoir à réfléchir et à grandir. Une maturité un peu plus grande et se dire t'as me vendre de la merde là. Donc, si tu veux, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait elle me vend de la merde, ou il me vend de la merde, ou à un moment donné, il se réveille, ou sa vie, c'est bien, félicitations, mais c'est moi qui l'a fait manger parce que je suis simplement abonné. Et puis, il y a un truc qui va se casser aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont avoir du mal à comprendre. Et même moi, en tant qu'entrepreneur, moi, comme je t'ai dit, j'ai versé des larmes de sang pour arriver où j'en suis. Et quand je vois des gens qui pèsent des centaines et des centaines de milliers d'euros mensuellement, mais le seul travail, il n'y a pas eu un effort de travail. Alors par contre, c'est très intelligent. Après, si tu y vas de manière stratégique, c'est très intelligent. Après, ils sont aimés par leur public. Donc tous ces gens-là, ils sont aimés autant que détestés. Il faut savoir que la majorité des gens qui sont abonnés à eux, ils leur vouent une haine comme ils leur vouent une détestation. Et un amour comme ils leur vouent une haine. Ah ouais, complètement. Complètement. Parce que ce sont quand même des gens qui les aiment aussi, qui les suivent. Tu te retrouves pas avec 1 million d'abonnés comme ça. C'est des gens qui vont appuyer sur un bouton, à part quand tu achètes, mais c'est des gens qui vont appuyer sur un bouton. Il y a des gens qui ont appuyé sur un bouton au départ par voyeurisme, il y a des gens qui ont appuyé sur un bouton par... Et puis si aujourd'hui ils arrivent à en vivre, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à acheter. Ah, il y a des gens qui arrivent à acheter. Oui, il y a une conversion en termes de la vente qui est intéressante. Après, là où tu n'as pas tort, c'est effectivement ce temps, en fait. On ne sait pas combien de temps ça va prendre finalement. Non. Parce que le jour où le business s'effondre, c'est-à-dire où il n'y a plus d'agence, où il n'y a plus de réseaux sociaux, où il y a un crack Internet, terminé. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et où les sociétés... Ils sont sur une thématique du buzz, bad ou good buzz, peu importe. Donc, ils se disent nos limites. Tant qu'on fait parler de moi. Sauf qu'à un moment donné... tu n'es jamais à l'abri que le bad buzz prenne le pli sur ton propre business. Oui, et c'est ça qui est très dangereux. Et si ça prend le pli sur ton business, tu n'auras plus que tes larmes pour pleurer. Si tu gagnais 200 000 balles par mois, mais que tu t'achetais 300, parce que c'est très facile, ça peut paraître choquant pour les gens d'ici, mais oublions les influenceurs. Tu prends une nénette comme Britney Spears, elle pesait 180 millions d'euros. Elle a fini à 0. Alors, elle s'est refaite, elle a repris des cachets en contrat à Las Vegas et compagnie, etc. Mais elle est passée de 180 millions d'euros à 0. Des gagnants du loto qui sont passés de multimillionnaires à 0, il y en a plein. Des sportifs de haut niveau de millions à 0, il y en a plein.
eux, s'ils sont mal entourés, eux, s'ils n'ont pas quelqu'un ou des gens bien intentionnés, ou même eux, une intelligence financière, comme on en a parlé tout à l'heure, ils risquent d'aller vers des déconvenus. Et puis, ce qui est embêtant, c'est aussi pour tous les gamins qui suivent, parce que ça reste qu'une élite. Il y a des gamins aujourd'hui qui veulent être Nabila, qui veulent être Mila, qui veulent être Julien. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent simplement avoir leur vie, leur représentation qu'ils se sont imaginées de leur vie. Et c'est dangereux, parce que si tu n'y arrives pas, ça risque à un moment donné de créer des troubles sur ta vie qui risquent d'être énormes. Ouais. Après, c'est un long débat, on peut rentrer en long, en large et en travers, mais c'était intéressant. Bon, en tout cas, merci pour ton analyse, Hassan. Merci, je me trompe peut-être, c'est que mon point de vue. Oui, pas de souci. En tout cas, je te remercie de nous l'avoir donné et de nous l'avoir partagé. Merci pour ce moment qui, j'espère, changera des vies. Nous ne sommes que des passagers. Le pro d'immobilier, attention. Merci Hassan. Merci à toi, Issa. Merci beaucoup.